Aujourd'hui, le mercredi 12 novembre 2025, je suis à l'EPLEFPA du Périgord, sur l'agrocampus du Périgord, en présence de Hugo, qui va nous parler d'un voyage d'études qu'il vient d'effectuer en Inde. Cet entretien avec Hugo est fait à l'initiative de Muriel Galmiche, la professeure de français de Hugo, avec la permission du directeur de l'établissement. Et il fait suite à d'autres émissions du même genre qui ont eu lieu dans le cadre du programme d'échange avec l'Inde et en particulier avec une université d'un petit état du Nord qui s'appelle l'Uttarakhand. Cette université est une des premières universités d'agronomie à avoir été créée peu de temps après l'indépendance. Et c'est une université qui présente, comme Hugo va nous le dire, un certain intérêt. Je remercie évidemment l'agrocampus du Périgord de cette nouvelle opportunité pour Radio Libre en Périgord et d'avoir choisi notre radio pour que Hugo nous parle un peu de son expérience. Est-ce que Hugo, tu pourrais d'abord, pour commencer, te présenter et dire ce que tu fais, quel genre d'études tu fais et à quel titre tu es parti là-bas ? Eh bien, je m'appelle Hugo, je suis étudiant en deuxième année en BTS GPN, donc Gestion et Protection de la Nature. Donc c'est un diplôme qui consiste, on va faire beaucoup de gestion pour gérer différents espaces, travailler dans les forêts, et aussi tout un pan animation où là on va être sur de la pédagogie. Bien, on nous a tout simplement proposé, c'était vers novembre, décembre, janvier, si on était intéressé pour aller en Inde. Donc c'était dans le cadre de notre stage, notre troisième période de stage, donc du 3 au 30 octobre 2025. Et moi qui ai toujours voulu voyager, je me suis dit ça serait une occasion de justement bien voyager et à la fois de compléter un stage dans le cadre de mes études. Autrement, tu n'avais pas une curiosité particulière, professionnelle particulière, sachant ce que tu connaissais. D'abord, une question que j'aurais dû te poser tout de suite, est-ce que tu es déjà allé en Inde ? Non, je ne suis jamais allé. Et donc, toi, tu es parti comme ça, un peu vierge, et donc tu as reçu les premières impressions. Malgré tout, est-ce que tu es parti avec une curiosité rattachée aux études que tu fais ? Eh bien, je me demandais... par rapport à la gestion de l'eau, tout de même, comment ça pouvait se dérouler là-bas, parce que je savais que c'était une des questions assez importantes. Mais mis à part cette thématique de l'eau, je n'avais pas d'autres questionnements. Non, et pas un désir particulier de découvrir l'Inde plutôt qu'un autre pays ? Non, je n'avais jamais pensé à l'Inde. C'est vrai qu'on m'a proposé, je me suis dit, ça m'a juste un peu surpris, mais je n'avais pas de désir particulier pour l'Inde avant d'y aller. Alors, quand tu es arrivé, quelles ont été tes premières impressions ? Vraiment, ce qui t'a frappé en arrivant ? C'est un peu bizarre, mais c'est l'odeur. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était lié au taux d'humidité ou quoi, mais dès qu'on est sorti de l'aéroport, il y a eu une espèce d'odeur que j'aurais du mal à décrire. Et c'est un des premiers ressentis que j'ai eu, et ça, je ne m'y attendais vraiment pas, parce que le son, la vue, voir, etc., ça oui, mais alors l'odorat, je ne pensais pas du tout que ça allait être quelque chose qui allait prendre comme ça. Une odeur exotique ? Et un peu, oui, c'est ça. Ça paraît bête, hein, mais... Les parfums de l'Orient ? Si on veut, mais ouais, c'est... Je ne saurais pas le dire autrement qu'une espèce d'odeur d'épices, mais vraiment, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est... Pas du tout. Mais je m'y attendais tellement pas, en fait, en arrivant, que ouais, c'est quasi le premier truc que j'ai eu. Et alors, la foule, même la cohue, la circulation incessante et vertigineuse, puisque je suppose que tu es arrivé par Delhi. Oui. Et donc, est-ce que ça t'a frappé ? Oui, dès qu'on l'a pris, alors quand on sort tout de suite de l'aéroport, c'est vraiment, on a encore nos valises, on voit pas trop la circulation, mais dès qu'on prend le van et qu'on commence un petit peu à aller plus loin, c'est là que, là oui, ça prend... Là, oui, là, c'est pas comme chez nous, c'est pas du tout ordonné de la même manière. Donc ça, on l'a eu pendant tout le trajet, on a bien eu le temps j'allais dire de s'habituer, mais non, parce que c'est pas en 5 heures qu'on s'habitue, mais de se rendre compte de toutes les différences qu'il pouvait y avoir, ne serait-ce que juste sur la circulation déjà. Parce que tu dis nous, ça veut dire que tu étais avec d'autres collègues ? Oui. Mais de cet établissement ? Non, d'autres établissements d'enseignement en France. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est différents élèves de différents établissements. Mm-hmm. Donc là, en l'occurrence, on était 9, répartis, si je dis pas n'importe quoi, sur 4 établissements différents. Donc oui, du coup, voilà, alors je les connaissais pas avant, on se connaissait un tout petit peu, on s'était vu une fois, dans le cadre de la programmation du voyage, mais c'est tout. Sinon, je les connaissais pas, et oui, donc on est parti à plusieurs. Vous êtes monté vers le nord-est,
Ça n'a pas été Ouais. trop long. Si, ça a été très long. On l'a eu. Niveau kilomètres, il n'y avait pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on rapporte le nombre de kilomètres en France, il y en a eu pour environ 3h30. Mais là, avec la différence des routes, de la circulation, etc., il y en a eu pour un bon 6h30 D'accord. de route. Ouais. Donc ça a été long. Des encombrements, des arrêts imprévus. Même pas forcément d'arrêt imprévu. On a fait un arrêt pour manger, quoi, c'est tout. Et sinon, c'est vraiment plutôt peut-être les défauts de la route. On peut pas rouler aux mêmes vitesses. C'est pas, les routes sont pas praticables de la même manière. Donc il n'y a même pas eu forcément d'inconvénients. Juste les routes sont, voilà, c'est plus long. Les trajets sont plus longs, l'allure est plus lente, donc on n'a pas la même vitesse. Et c'est Alors vous êtes arrêté pour manger, et qu'est-ce que tu as mangé là? Quelles ont été tes premières impressions gastronomiques? Donc le premier arrêt comme ça fait pas, voilà, on s'arrêtait à un Burger King. Mais même là, on se dit ça va être classique, pas du tout, parce que même là tout est très très épicé et c'est vrai que ça a été bizarrement, parce que après ça les autres repas qu'on a pu faire ils sont adaptés un peu à nos goûts, on essayé de faire des choses plus soft niveau épices. Et là par contre le Burger King c'était presque un des plus épicés qu'on a pu manger de tout le voyage, parce que là Tu c'était peux répéter le nom du plat? le Burger King, c'est un restaurant. Ah, Enfin c'est un peu comme McDo. Ah, le Burger King. Ah oui, d'accord. Donc c'était pas vraiment Non, un restaurant mais, indien. non, pas du tout. Mais pourtant, c'était même dans les grandes, comment on dit, Les restaurants. les grandes distributions, etc. Et là, en l'occurrence, pour le terminer, fallait vraiment en avoir parce qu'il piquait bien. D'accord. Tu n'es pas un amateur de piment, si je comprends bien. Je crois, dans les deux dans le groupe ce jour-là à le terminer, parce que de base, on était les deux qui tenaient le plus. Mais c'est vrai que c'était marrant, mais c'est ça. Alors, vous débarquez à J.B. Pont University. Quelles sont tes premières impressions? On arrivait la nuit, du coup on voyait pas très bien à quoi ressemblait l'endroit. Donc on arrive, tout de suite on est accueillis par les Indiens qui sont à l'origine du programme, qui sont là-bas, ceux qui vont s'occuper de nous durant toute la durée du séjour. Et donc on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à d'autres choses, qu'on est tout de suite dans l'ambiance, quoi. On va parler avec eux, ils nous mettent bien, et Vous êtes donc accueillis cordialement. c'est ça exactement, quoi. On est beau être fatigué ou quoi, ça s'en va direct, quoi. C'est ça qu'on est tout de suite dans une bonne ambiance, et on est content d'être là. Tu as un bon niveau d'anglais? Eh bien, moi, on m'aurait demandé avant de partir, j'aurais dit que j'avais un niveau, on va dire, de quoi se débrouiller, mais vraiment rien de fou, quoi. Je suis loin d'être quelqu'un qui parle anglais couramment. Et malgré ça, je m'en suis vraiment plutôt bien sorti, parce que ça, c'est quand on voyage un peu, c'est ce qu'on se rend compte de ça. C'est tout de suite plus facile de parler anglais avec des gens dont c'est aussi une langue, non pas maternelle, mais qu'ils ont appris. On se comprend plus facilement, puis on parle avec les gestes, les mains, etc. Et c'est carrément plus simple qu'avec des anglais natifs. Donc tu as fait des progrès quand même. Je pense, oui. Oui. L'université, est-ce que tu peux nous brosser un tableau de cette université, qui est une grande université, en tout cas par la taille, puisque Oui, je crois qu'elle a un campus qui approche les 50 km². Et donc, parle-nous un petit peu de ce campus et de sa variété. Et puis dis-nous aussi, à l'occasion, ce que tu as vu par la fenêtre quand tu es sorti, quand tu es sorti dehors le premier jour. Eh bien, quand on est sorti dehors le premier jour, on l'a tout de suite, c'est des arbres. Alors on a beaucoup, comme ici, des arbres au bord de route, mais ceux-là sont colorés. J'ai jamais su pourquoi. Quand on demandait, on n'a pas eu vraiment de réponse très claire. Mais ils sont, la base des troncs des arbres sont colorés de bandes blanches et rouges. On ne sait pas trop pourquoi. Tous. Et ça, c'est voilà. Mais ça, à l'intérieur du campus, hein, quand même. Dans le campus, oui, toujours. Dans le campus, oui. Dans le campus. Mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé tout de même en dehors du campus, dans d'autres endroits, pas systématiques, mais... Petit commentaire off pour Hugo, qui a éveillé notre curiosité. Hugo, si tu as le temps, va sur Internet et tu verras que les arbres peints en rouge et en blanc en Inde sont les arbres sous protection, ceux qu'on ne doit pas abattre. On a aussi pas mal de singes sur le campus, et quelque chose, nous on a des chats et des chiens, eux ils ont des singes. Et sinon, pour ce qui est du campus en lui-même, c'est vrai, c'est beaucoup plus grand, ça n'a rien à voir quand on pense, nous, université en France, on va se faire... Je vois à quoi ça ressemble, et c'est 10 fois plus grand. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, on a une dizaine ils appellent ça des collèges différents. C'est comme un lycée en France, niveau taille et niveau nombre d'élèves.
Et cette université, c'est vraiment comme un regroupement facultés, de, en fait. c'est ça, un regroupement de facultés différentes. Et Et on a visité jour après jour, et oui, on a bien une dizaine. Mais voilà, on a la pêche, on a l'agronomie. voilà, agronomie, pêche, sciences. Et au-delà des arbres, à l'horizon, Alors à tu vas l'horizon, voir ça dépend quelques montagnes. ça dépend des jours. Oui. La plupart des jours, il y a une espèce de voile. On voit pas vraiment, même le ciel, on voit pas vraiment. Alors est-ce que c'est dû à la pollution ou parce qu'ils brûlent beaucoup les déchets là-bas, donc du coup, ça doit être, je pense, c'est l'origine de ce voile. Mais quand on l'avait deux, trois fois où il a plu, ça plaque tout. Et là, cette fois, on peut voir un peu plus. On voit, ou même quand on est sorti de l'université, on pouvait voir au loin. Et là, les montagnes, on les voyait. Que quand tu es allé là-bas, la mousson était finie. Ouais. Et parce que tu as dû entendre parler quand même des pluies phénoménales qui frappent l'état d'Uttarakhand, et puis des inondations et des glissements de terrain qui sont dus manifestement aux pluies orographiques, c'est-à-dire qui sont provoqués par le relief qui constitue tout le nord de l'État. Donc nous, quand on est arrivé début octobre, le 3, je crois que c'est le 4, le 5 ou le 6, qu'on a quand même eu encore une grosse pluie, c'était la seule de ce niveau-là, qu'on leur a demandé, ils nous disaient, on l'en sort tout juste là, et c'est ce genre de pluie qu'on avait, et c'est vrai que quand ça tombe, ça tombe. Les équipements de GB Pant, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a paru avancé? Est-ce que tu as pu discuter avec des étudiants et de leurs études? Est-ce que ça t'a paru d'un bon niveau? Pour ce qui est des équipements de labo, donc je demandais à mes collègues avec qui j'étais parti, parce que moi évidemment je ne pouvais pas vraiment comparer, le labo pour moi c'est loin. Et c'était assez équivalent, à peu près, ils retrouvaient les mêmes outils, les mêmes instruments. Pour ce qui est des équipements après hors labo, plus automobile ou ce genre de choses, ou par exemple tracteur, quand je voyais certains tracteurs, oui, non, on était plus sur des anciens, je dirais une 50aine d'années dans le passé, oui, facile. Pareil pour les bâtiments, pour les meubles, pour les bureaux, ou même c'est des pépitres comme avant. Là on est plus plus sur le passé, j'ai envie de dire. Mais pour ce qui est des laboratoires, eux ils sont à jour. Ils sont vraiment sur des équipements comme chez nous. La vie quotidienne, les échanges que tu as pu avoir avec les étudiants indiens, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été intégré, ou est-ce qu'on vous a laissé à part? Est-ce qu'on a essayé de vous intégrer? Est-ce que tu as participé un petit peu à la vie étudiante? Oui, un peu, oui. On l'a fait, il y a eu 2-3 événements qui étaient soit des soirées, soit des événements plus importants, global dans le pays, et on a été envoyé chez justement des étudiants. Donc, alors c'était des étudiants qui étaient en fin de cursus, donc qui quand même étaient aussi ceux qui pas qui nous géraient, mais qui nous ont accompagnés durant tout le séjour. Et on en a eu beaucoup. Il y avait une espèce de roulement, donc ça changeait, et on les renvoyait au quotidien, tous les jours. Donc oui, on n'était pas mis à l'écart, on était vraiment avec eux tout le temps. Et on avait toujours un étudiant qui dormait avec nous aussi à l'endroit où on était logé, donc on était vraiment toujours en contact avec tout le monde en fait. Vous étiez logé correctement, c'était bien? Oui, c'était très très bien. On était 2 par chambre, avec une salle de bain à chaque fois dans chaque chambre, et donc on était très bien logés. On avait la cuisine qui était juste en bas, donc on nous faisait à manger, etc. C'était vraiment, il n'y avait rien là-dessus, il n'y avait rien à redire. Mais alors, maintenant on veut un petit peu d'exotisme quand même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu t'es promené? Est-ce que tu as fait des excursions dans la campagne? Est-ce que tu as vu une végétation, y compris forestière, qui t'a intéressé, à laquelle tu t'attendais ou tu ne t'attendais pas? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu penses de la nature indienne que tu as vue à travers cet état d'Uttarakhand, qui encore une fois n'est pas significatif, puisque je rappelle pour les auditeurs que c'est un petit état, un peu plus de 55 000 km², même pas, et puis avec une petite population de seulement 11 millions d'habitants, alors qu'à côté, l'Uttar Pradesh, on a presque 200 millions, sur une superficie qui est la moitié de celle de la France. De ce point de vue-là, ce qui m'a plus surpris, c'est pas tant la fleur, parce que la fleur, on peut l'imaginer facilement. Enfin, si quand même, on a la taille, donc des végétaux qui est beaucoup plus grande, et surtout par exemple des feuilles.
les feuilles sont gigantesques. La taille du sac qu'elle a là. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large, mais ça je m'y attendais un peu. C'est plus la faune. Donc au niveau des oiseaux surtout, la couleur des oiseaux beaucoup plus vert. Il y en a un que j'ai vu, et j'ai pas réussi à le prendre en photo malheureusement, mais qui était vraiment magnifique avec un bec rouge, le ventre bleu et le dos jaune, enfin des mélanges de couleurs qu'on n'a pas du tout chez nous. Les chauves-souris aussi étaient gigantesques. Ouais, gigantesques. Qui mangent les fruits. Là, Donc, des manguiers, il y avait des manguiers, t'as vu des manguiers, t'as vu des jacquiers, t'as vu des... J'ai vu des arbres fruitiers, on n'a pas vu tant de ça. Ils ont un espace où ils en font pousser, mais on n'a pas vu beaucoup. Plus des fleurs, ce genre de choses, oui. Mais des arbres fruitiers, on n'en a pas vu beaucoup. Et vous êtes monté un petit peu vers le nord, vers la montagne, ou vous n'avez pas eu l'occasion? Donc on est monté un peu le 3e jour, on y est monté un peu pour voir un temple, donc qui était dans la jungle du coup. Donc là c'était même le son entre les animaux, les singes, etc. C'était génial. Et on devait normalement... Alors si, il y a aussi une autre fois on est monté en hauteur, on l'a vu, alors j'essaierai de décrire l'endroit, comme un grand lac entouré des montagnes justement. C'était vers la fin du séjour et on devait aussi enchaîner avec une randonnée, mais elle n'a pas eu lieu malheureusement. Je suis bien déçu, mais là ça aurait été intéressant si on aurait pu vraiment voir la faune, la fleur, etc., mais on n'a pas pu le faire. Enfin malgré tout, tu as eu quand même l'impression, dans cet état qui est au nord et qui est relativement encore préservé, que la nature n'était pas trop abîmée. Oui, de ce point de vue-là, oui, c'est pas trop abîmé. Après, c'est quand même des zones qui étaient souvent soit déjà de la jungle, dont on a forcément tout rasé pour faire des campagnes, etc., pour faire des champs, etc. Mais mis à part ça, on peut pas dire que, c'est pas dans cet état-là que j'ai pu voir des choses qui, d'un point de vue de l'environnement ou de la nature, étaient un peu choquantes. Tu as eu l'occasion de parler avec des collègues ou avec d'autres personnes de la politique de protection de la nature ou des politiques de protection de la nature où tu en as vu des témoignages? De ce que j'ai pu avoir comme plus des ressentis que des vrais retours sur ce qu'ils font, c'est pas une des grandes priorités. C'est vraiment pas la même mentalité ou la même manière de visualiser ce genre de choses. Et ceci malgré quand même la religion qui imprègne quand même beaucoup de choses encore en Inde. Donc, d'après ce que tu dis, on a l'impression qu'il y a une sorte d'indifférence un petit peu à la nature. Je sais pas si je dirais pas que c'est une indifférence à la nature, c'est juste que c'est peut-être pas la grande priorité a priori. Il y a quand même des zones qui sont faites pour des réserves, etc. pour ce genre de choses. Mais bon, moi, encore une fois, ceux à qui je m'adressais, c'était pas des gens qui se préoccupaient de ça. C'était pas leur domaine d'études, c'était pas leur quotidien. Bien sûr. Donc, mais malgré ça, et malgré les professions en direction de l'agriculture ou de l'élevage dans lesquelles ils s'engageaient, est-ce que tu as senti une éco-anxiété? Une éco-anxiété, je ne sais pas, mais par contre une préoccupation, oui quand même. Toi, est-ce que tu es éco-anxieux? Moi, est-ce que je me dirais éco-anxieux, je ne sais pas. Sur les bords même. Pessimiste, très pessimiste, oui. J'ai peut-être dépassé le stade de l'anxiété, j'ai plutôt accepté le fait que personnellement je pense que ça ne se résoudra pas très bien. Et je suis plus partisan de se dire, si vous pouvez vous préparer un petit peu dans votre coin, essayez de vous en sortir tout seul, faites-le, parce que je pense que d'ici un petit moment, pas si lointain non plus, on va être emmené à devoir se débrouiller un peu tout seul. Donc, anxieux, je sais pas, mais pessimiste, oui. Essayez de sauver les meubles, mais vous êtes tout seul. Bien, en fait, très concrètement, moi je pense que ça finira par, si on part un peu vite fait sur l'environnement, ou sur ce qui peut arriver, je pense que c'est pas l'État je parle de manière mondiale, ça prend pas du tout la bonne direction, rien ne prend la bonne direction, les choses s'empirent. Je pense que ça ne s'améliorera pas, et de toute façon il est bien trop tard maintenant, et donc ça finira par faire le système, la société dans laquelle on évolue ne pourra pas se maintenir comme ça, et vraiment pour moi d'ici 30 ans, il y a tout cassé, 40 ans, ça va casser. Il y aura une rupture, ça va se casser et ça va totalement basculer. Donc on peut parler des théories d'effondrement de ce point de vue-là, et moi je suis plutôt partisan de ça. Tu penses qu'il y aura une réaction officielle de grande ampleur et unanime que face à la catastrophe, et ça sera trop tard. Oui, c'est ça, face à la catastrophe. Disons que le jour où il n'y aura plus à manger dans les magasins, là ça se cassera la figure. Donc on va droit dans le mur, et puis le jour où on se mangera le mur... Alors de ce point de vue-là, la petite vision que tu as eue de l'Inde, dans l'espace et dans le temps, est-ce que ça a apporté de l'eau à ton moulin,
Ou bien est-ce qu'au contraire, tu as dit, bon, bah, finalement, ça va pas trop mal ici, après avoir aperçu des lits Non, disons que oui, ça a plutôt apporté de l'eau à mon moulin, mais après sans vouloir dénigrer qui que ce soit, sans faire de classement, tel pays se comporte mieux qu'un tel ou quoi, oui, pas du tout. Pas ça. Mais non, bah ça c'est compliqué quoi. Même si ils ont une certaine, même si ils sont conscients que ça va pas très bien, etc. Voilà, le résultat il reste le même et ça va pas du tout dans le bon sens. Mais bon, que voilà quoi. Je pense que c'est pas des pays comme l'Inde ou des pays qui sont en développement qui doivent faire ce genre d'efforts. C'est plutôt ceux qui ont déjà le confort d'être installés, qui devraient réfléchir plutôt à essayer de améliorer les choses ou au moins faire en sorte qu'ils ne s'aggravent le moins possible. Les pays qui sont en développement, bah, ils sont dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, et des choses urgentes à régler et réfléchir. Ça serait bien, mais voilà, réfléchir, c'est pas eux qui polluent le plus dans l'absolu, c'est pas eux qui sont les plus à blâmer ou qui auraient le plus de choses à faire. Ce serait plutôt à nous de le faire, ça. Alors justement, et c'est une question que j'aurais dû commencer à te poser beaucoup plus tôt, est-ce que tu as eu la sensation, en étant en Inde, d'être au milieu d'un énorme pays avec une énorme population ? Oui, bah en fait, ouais, voilà. Dès qu'on arrive dans les zones urbaines, oui, là on voit le monde, ou même presque dès qu'on prend la route. Les routes sont toujours bombées, il y a toujours des gens partout. Imaginez Paris quand c'est bouché, bon, c'est un peu ça tout le temps. En fait, c'est un peu là-bas, c'est même pas de c'est bouché, c'est juste que ça sera pas autrement. Il y a tellement de monde que c'est tout le temps comme ça. Donc ça, tu l'as ressenti. Voilà, mais on le ressent que quand on est en zone urbaine, évidemment, parce que dès qu'on s'éloigne un peu, on le ressent pas spécialement. Mais c'est plutôt qu'on arrive dans la zone urbaine où tout est surchargé, même l'infrastructure des bâtiments, il y a quand même une impression que c'est un empilement, quoi. Il y a vraiment un côté empilement. Est-ce que tu as fait des découvertes de tous ordres, hein ? Tout à l'heure, tu me parlais de la couleur, tu me parlais de la taille des feuilles, de la végétation subtropicale, là, quand même. Est-ce que tu as fait des découvertes, je sais pas, en matière de couleur, en matière de tissu, en matière alimentaire ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment séduit ? En matière alimentaire, des découvertes, oui. Du coup, oui, quand même, assez souvent. De différents plats qu'on peut avoir. Alors les noms des plats, j'ai beaucoup de mal à vous les redonner. Mais c'est pas non plus ce qui m'a plus subi, moi, séduit, je veux dire, l'alimentation. C'était plus ou moins redondant quand même. Mais je pense que c'est surtout parce qu'ils faisaient attention à... Dans le groupe, la majorité du groupe voulait éviter vraiment toute épice. Donc du coup, forcément, il y en avait... on retournait sur les mêmes plats. On était que peut-être 2 ou voire 3 à vouloir tenter un petit peu plus des choses épicées ou ce genre de choses. Et au final, là où c'était plus découverte, c'était qu'on sortait, qu'on mangeait parfois grignoter des choses sur les stands, sur les marchés, etc. Vous preniez des risques, là. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, ensuite, les couleurs, il y a les vêtements. C'est très coloré, c'est très... La musique, autrement. Ah oui, la musique, oui, évidemment, oui, bien sûr. Aussi, la musique, c'est pareil. Alors, c'est très différent d'ici. Ça dépend lesquels. Il y en a que j'avais aimé, il y en a que j'avais un petit peu moins aimé. Mais c'est des musiques qui sont très, très comparées à ce qu'on peut avoir nous. C'est pas tant les paroles que le rythme et le fait de danser dessus. Parce qu'ils dansaient énormément. Alors que c'est vrai que nous, on danse, à comparaison, on danse beaucoup moins. Ou pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que si je prends en France, souvent c'est des musiques où on apprécie peut-être plus le fait de chanter que de danser. Là-bas, chanter, c'est pas le plus... allez, c'est plutôt les paroles ou quoi, ça peut se répéter 10 fois, c'est pas grave. C'est le fait de danser surtout, et d'avoir le rythme. D'accord. Alors on va continuer à explorer la société indienne et son fonctionnement à travers ton expérience. Est-ce que ce problème, qui est un vrai problème en Inde, de l'insécurité des femmes, du harcèlement permanent dont elles sont les objets, tu l'as ressenti ? Bien, je sais pas, je crois pas qu'on l'ait spécialement ressenti à un moment donné. Surtout que... On a entendu parler. Oui, on nous avait vu sur on savait, on avait entendu parler, etc. Donc on ne l'a pas spécialement observé. Et surtout que nous, en tant qu'invités là-bas, on était toujours entourés, de toute manière. Même quand on sortait des endroits où il n'y avait personne, il y avait toujours du monde avec nous. Ils faisaient très très attention à ce qu'il nous arrive rien du tout. Ce qui fait qu'au final,
À force, on s'habitue et on fait même plus attention s'il y a vraiment une vraie raison à être entouré à ce point-là ou pas. Donc du coup, se rendre compte de s'il y avait un... Plus concret, s'il y avait des filles dans votre groupe, et Oui, il y en avait. Donc, se promener ah non, ils auraient dit non. Patnagar toute seule. Ils auraient dit non, mais ils nous auraient dit non à tous. De toute façon, voilà, fille ou pas fille, c'est ça en fait, c'est ça, on pouvait pas sortir tout seul de toute façon. D'accord. Donc voilà, a priori, en plus c'était une fille, mais de toute manière, même nous, si on voulait y aller juste juste des garçons ou quoi, ça aurait été pareil. On l'aurait pas pu, ou alors on aurait été entouré de la même manière. Donc c'était le même traitement. Mais nous, parce qu'on était invités. Du coup, est-ce que les gens là-bas, il y a un traitement, enfin ils font, est-ce qu'ils font attention différemment en fonction de si c'est un homme ou une femme, sûrement, a priori, non évidemment, mais même un peu comme ici d'ailleurs, hein, c'est voilà. Mais nous, en tant qu'expérience vécue, de toute façon, c'était le même traitement, que ce soit un homme, un garçon. Non, voilà, c'est ça, c'était on faisait très attention. À propos de l'alimentation, là, est-ce que tu as eu l'impression, ou est-ce qu'en parlant, tu as eu l'impression que comme nous l'ont dit beaucoup d'Indiens qui sont passés ici et qui ont témoigné, que le végétarisme indien était en recul? Alors je sais, alors nous en l'occurrence, ça va être ceux qui ont été, j'ai envie de dire que oui et non, parce qu'on était accompagné d'une personne qui était souvent avec nous et qui, elle, à l'inverse, mangeait pas du tout de viande. Donc on a eu souvent l'occasion de débattre de la viande, pas viande, traitement des animaux, etc. À l'inverse, il y avait une autre personne qui en mangeait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas, de manière, elle pouvait plus le digérer. Mais par contre, elle adorait ça. Donc on a eu le droit un peu aux deux extrêmes, j'ai envie de dire. On n'a pas eu vraiment de sensation. On a quand même plus, avant que là vous me le dites, j'avais plus de sensations. Vous m'aurez posé la question sans me dire ça, je vous aurais dit c'est que le fait d'être végétarien, c'était quand même plus présent, quoi. J'aurais pas forcément songé à un recul. La manière dont nous on nous l'a présenté, et oui, voilà, la composition des repas et la manière dont on l'a présenté, et ça avec qui on parlait de manière générale quand même, plutôt. Ouais, de temps en temps, quand même, il y en a qui préféraient la viande, mais de manière générale, c'était plutôt végétarien. Donc. Est-ce que maintenant, vous avez la sensation d'être revenu quand même plein d'usages et raisons? Est-ce que ce voyage vous a appris quelque chose et vous a changé? Oui, je pense, parce que surtout un voyage dans ce genre de pays-là, ça fait relativiser, je trouve. On parle tout simplement de la pauvreté qui est là-bas, ou qu'on peut voir, ou la misère qu'on peut voir, etc. Ça fait quand même réfléchir un peu. Donc on le sait, avant d'y aller, on le sait. Même de manière de culture générale, on sait que tel pays est peut-être plus pauvre que chez nous, etc. Mais entre le savoir et le voir, c'est pas du tout pareil. C'est un monde de différence. Savoir des choses, c'est bien, on lit ça dans un livre, on le voit, c'est pas concret. Ouais, être plus simple. Ça rend peut-être plus simple parce que là-bas, ils se cassent moins la tête sur certaines choses. Ils vivent peut-être plus simplement. C'est un état d'esprit un peu plus zen, un peu plus... Et pourtant, vous avez senti la pauvreté, mais enfin, il faut quand même, puisqu'on parlait de relativiser tout à l'heure, se rappeler que l'Inde, c'est un pays qui a une puissance scientifique considérable et qui a des laboratoires et une industrie déjà qui est extrêmement avancée, qui a une industrie spatiale très avancée. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment, on a d'un côté, il n'y a pas de classe moyenne comme chez nous. C'est-à-dire que soit c'est pauvre, soit c'est vraiment très aisé ou riche, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Et là, ça se sentait dans la population étudiante que vous avez côtoyée. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir affaire uniquement à des gens issus de la classe moyenne supérieure? Dans la population étudiante, celle qu'on a pu voir, oui, ils étaient plutôt aisés. Ça, oui, la majorité, oui, ils étaient tous plutôt aisés. On va terminer, Hugo. Est-ce que vous avez 3 conseils à donner aux gens qui vont vous succéder dans cette expérience? Déjà que s'ils en ont l'occasion, qu'ils n'hésitent pas à y aller. Maintenant, un conseil pratique aux voyageurs. Alors, n'oubliez pas de prendre. N'oubliez pas de laisser de la place dans la valise pour les souvenirs que vous allez ramener au retour. Et pour terminer, alors un conseil négatif, ne faites pas. Ne soyez pas fermés, n'ayez pas peur, par exemple, par rapport à la langue. Ne soyez pas imbu de votre supériorité d'occidental. Oui, voilà, alors ça, soyez ouverts et ne jugez pas. Ouais, ne pas... tout regarder via le prisme qu'on pourrait avoir chez nous et juger ça par rapport à ce qu'on a chez nous. Coulez-vous dans l'autre culture, c'est ça. Sans résistance. Exactement, c'est très bien dit. Merci Hugo de toutes ces informations extrêmement utiles.
Manifestement, vous avez vu beaucoup de choses, retenu beaucoup de choses. Et puis j'espère que ça vous a donné le virus du voyage et que vous allez continuer à explorer notre monde malgré son exiguïté maintenant de plus en plus grande. Merci encore. Oui, de rien.